Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de démarrer le sujet du jour, je voulais vous parler donc des symptômes de la préménopause, en tout cas de mes symptômes, parce que j'imagine qu'on va le voir dans les commentaires en échangeant ensemble qu'on ne ressent pas toutes forcément la même chose et au même moment. Je voulais faire une toute petite parenthèse concernant la vidéo de la semaine dernière où on a échangé ensemble sur le sport à partir de 40-45 ans, les modifications que cela incombait et moi, ma difficulté particulière à trouver des exercices et une routine, on va dire, par rapport au fait que je sois nomade aujourd'hui. Et j'ai eu 2-3 pistes qui sont très très intéressantes et que je m'apprête à mettre en place, dont une que j'ai démarrée d'ailleurs dès ce matin. Donc je voulais vous remercier énormément pour votre retour dans les commentaires, pour vos partages d'expériences personnelles et vos idées également. Donc je rappelle l'importance que vous avez et le rôle que vous avez à jouer sur cette chaîne, parce que c'est en échangeant toutes ensemble qu'on va pouvoir s'apporter les unes aux autres comme ça des pistes à réflexion ou carrément pour certains sujets des solutions. Donc petite parenthèse fermée, rentrons dans le vif du sujet. Les symptômes de la préménopause. Alors avant de vous préciter les miens, j'ai envie de dire, je voulais commencer finalement par vous expliquer un petit peu mon état d'esprit par rapport à ça. C'est que je me croyais, c'est débile hein, ce que je vais vous dire, je me croyais un petit peu pas concernée par la chose en fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'on sait qu'il va y avoir la préménopause, la ménopause, mais en fait jusque-là pour moi j'étais toujours dans la phase montante, c'est-à-dire le fait de pouvoir avoir des enfants, de pouvoir procréer. Je ne prends pas la pilule, j'y reviendrai pour d'autres, mais donc je sentais parfaitement la mécanique de mon corps avec l'ovulation, etc. Donc j'étais en totale adéquation, on va dire, par rapport à ma féminité absolue, on va dire ça comme ça. Et pour moi, c'était comme si, en fait, ça allait jamais m'arriver presque, enfin je me sentais pas concernée. Donc c'est très étrange déjà comme état d'esprit dans lequel je m'étais mis. Je me suis pas dit, ah ben tiens, quand tu auras 45 ans, ça va commencer à... Et je sais très bien qu'il y en a pour qui ça commence avant même. Et donc la nature m'a rattrapée, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc pour moi, je précise pour celles qui me découvrent par le biais de cette vidéo, j'ai 45 ans, j'aurai 46 en septembre prochain, donc un 45 bien avancé, on va dire. Côté symptômes, je dirais pas que ça a commencé il y a longtemps en fait. Pour moi, ça fait une année, une petite année. J'ai fait d'ailleurs une prise de sang, j'avais fait un bilan sanguin ultra complet en janvier de l'année dernière, donc en janvier 2024, et je me souviens que la doctoresse m'avait prescrit justement le dosage hormonal. Et quand j'avais été la voir avec les résultats, elle m'avait dit « vous êtes limite ». Donc c'est là en fait dans ma tête, je me suis dit « ah tiens, donc va peut-être falloir que… » Mais ça montrait bien que par contre, jusqu'à il y a un an, visiblement, il n'y avait pas vraiment eu pour moi de variation hormonale parce que donc, parlons-en un petit peu plus en détail, la préménopause c'est donc l'installation progressive de la ménopause qui oscille entre, pour certaines, 40-42 ans, déjà les premiers symptômes, pour une ménopause on va dire aboutie aux alentours de 55 ans. Alors tout ça, ça reste du théorique, dans la pratique on est toutes différentes, mais c'est pour donner un petit peu la fourchette. Du coup, il est vrai qu'à l'issue de cette prise de sang, je me suis dit ok, donc visiblement, voilà, j'ai 44 ans, donc quand j'ai fait ma prise de sang, je ne suis pas encore touchée par les symptômes. Elle me dit que je suis limite, mais ça se trouve, je vais être limite comme ça encore pendant 3 ans. Et puis non, finalement, il aura presque suffi cette prise de sang, je ne sais pas, pour me rendre compte que du coup, j'avais peut-être déjà des pré-symptômes, parce qu'on sait aussi que vu que c'est les hormones qui fluctuent, il y avait peut-être déjà eu avant cette prise de sang finalement déjà des variations, et au moment de la prise de sang il y avait peut-être une stabilisation, parce qu'en fait c'est ça le yo-yo de la préménopause, c'est que ça va faire que ça. On n'est pas dans quelque chose d'abouti, donc ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et qu'est-ce que procure justement cette montée et cette descente hormonale ? Pas mal de fichus ressentiments, on va dire ça comme ça, tantôt physiques et tantôt psychologiques. Concernant les symptômes physiques, on va dire, très tôt, ce que j'ai eu, c'est au niveau de la poitrine. J'ai eu vraiment, alors vu que je ne prends pas la pilule, je connais fort bien mon cycle et mon corps du coup a quand même une mécanique assez prononcée que j'arrive à largement bien identifier. Ça veut dire que les 10 jours avant mes règles par exemple, j'ai systématiquement la poitrine qui gonfle un peu et qui est très douloureuse.
Donc j'avais déjà une hypersensibilité de ce côté-là, quelque chose de très installé, que je n'avais pas quand j'étais plus jeune par exemple. Ça, on va dire que c'était sur les 4-5 dernières années. Et puis, et ben là, je me suis retrouvée avec des épisodes qui n'étaient pas liés justement juste à ces jours avant les règles, mais sur toute la longueur du cycle, une poitrine qui était absolument intouchable. Même moi, la toilette, un t-shirt dessus, alors un soutien-gorge, n'en parlons pas. Heureusement, j'en mets peu, très peu de soutien-gorge pour ma part. Mais même un simple t-shirt dessus, c'était extrêmement douloureux. Et j'ai fait une mammographie l'année dernière également, qui avait révélé que j'ai plein de petites mastoses, je crois pas me tromper dans le terme. J'en ai une trentaine, donc c'est assez important. Et l'échographe m'a bien expliqué que ça, c'était totalement hormonal en fait. C'était le côté œstrogénique des hormones. Et une trentaine, c'est quand même un peu gênant. En tout cas, m'a-t-il dit que du coup, tous les 2 ans, j'ai une échographie à faire. Donc j'en ai une en janvier 2026 à refaire, une échographie, une mammographie. Je ne sais pas si je me suis trompée tout à l'heure, une mammographie. Et donc là, il s'avère qu'en fait, certaines de ces mastoses, sous l'effet des hormones, quand ça pète un peu les plombs, deviennent énormes. Quand je dis énorme, c'est pas plus tard que le mois dernier. Eh bien, je me suis retrouvée dans le sein gauche, qui était du coup beaucoup plus gros que le sein droit, à avoir genre la grosseur d'une balle de tennis. Ça m'a fait un peu flipper parce que, à palper, en fait, vraiment, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette grosseur? Alors, j'ai pas eu peur d'un cancer du sein. Ma mammographie était quand même récente ou quoi. J'ai tout de suite assimilé le fait que c'était hormonal, mais je me suis dit, il faut que je me documente un petit peu sur Internet parce que le truc, c'est est-ce que ça va se calmer tout seul ou pas? Parce que ça m'a vraiment fait flipper. Et finalement, j'ai regardé un petit peu et c'était expliqué que c'était un peu ça, donc ces mastoses qui, sous l'effet des hormones, grossissaient de façon assez importante pour certaines. Et pour certaines, on devait passer par une aspiration en fait. De l'intérieur de la mastose, donc j'ai commencé à flipper. Et pour d'autres, sous l'effet de la fluctuation des hormones, quand ça redescend un peu, ça diminue et puis ça peut remonter. Et puis vous pouvez passer 3 mois où il n'y a rien du tout et puis ça remonte. C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ça s'est réduit tout seul, mais ça n'est absolument pas disparu. Je garde, on va dire, une balle de golf. Et puis il y a toutes celles que je ne palpe pas. Dans le sein droit, c'est pareil, mais c'est plus important dans le sein gauche. Et donc, voilà, j'ai ce yo-yo déjà physiologique là qui est extrêmement gênant, voilà, qui est très douloureux, très très douloureux. Donc c'est un peu handicapant, on va pas se mentir. Donc premier symptôme physique. Deuxième symptôme physique, mais qui pour moi était déjà un petit peu en place avant, mais qui s'est énormément exacerbé avec la mise en place de cette préménopause et donc de cette fluctuation hormonale, ce sont des règles absolument hémorragiques. Donc c'est un vrai problème, sachant que je suis déjà très carencée en fer. Je vais vous la faire courte, je serai obligée de revenir sur le sujet, je suis obligée de me supplémenter du coup en fer. Je parle vraiment de la réserve en fer, la ferritine, qui est totalement amoindrie pour moi, donc c'est quand même un vrai souci, qui m'oblige du coup à prendre un traitement pendant mes règles anti-hémorragiques. Donc ça, c'est un second problème physique très très handicapant, tant pour la santé que pour la logistique, évidemment, que ce soit la nuit ou la journée, c'est vraiment très très chiant à gérer. Donc ça, on va dire que c'est le deuxième problème physique. Après, j'ai vu une modification de ma peau aussi quand même. J'ai vu un relâchement cutané, j'ai vu que ma peau n'était plus tout à fait la même en fait. Ça c'est pareil, je pense que ça s'est fait progressivement, mais j'ai l'impression que je m'en rends compte que maintenant. Alors peut-être parce que j'ai l'acceptation d'être dans cette fameuse préménopause et que du coup je suis peut-être plus observatrice, je ne sais pas. Et je vois bien que ma peau est un petit peu différente, que j'ai perdu en élasticité. Et qu'elle a tendance à marquer davantage au soleil par exemple. J'ai beaucoup de taches brunes dues au soleil. J'en ai toujours eu plus ou moins au niveau du visage à partir de ma première grossesse. Avant non, mais là c'est vraiment très prégnant sur tout le buste, les bras, etc. Le dessus des mains, ça commence aussi un petit peu. Ça, j'avais pas du tout ça avant. Donc bien sûr, je mets de la protection solaire comme il faut. Et je me suis trouvé un petit truc. Là, c'est pareil, je ferai une vidéo spéciale, peut-être la prochaine, je vais voir. Sur tout ce qui est complément alimentaire. Tout ce avec quoi je me supplémente pour essayer de stabiliser ou d'amoindrir ou d'arranger carrément certains états de cette préménopause. Donc je me suis trouvé une petite pépite par rapport à la peau. Justement, et j'y reviendrai dans une prochaine. Parce que si je fais tout dans la même, on va avoir une vidéo qui fait 45 minutes, voire plus.
Donc en physique, si je me trompe pas, je suis, voilà, je pense que je suis, aujourd'hui à peu près sur ces, 3 pôles-là. Non, j'en oublie un. J'en oublie un la nuit. Alors j'ai pas ce qu'on appelle des sueurs nocturnes, je pense que ça vient plus, enfin je dis je pense parce que là encore je vous attends dans les commentaires, j'ai évidemment très hâte de savoir pour vous comment ça se manifeste, à quel âge ça s'est manifesté, quand ça a commencé, si vous avez vu une évolution, si comme moi ça fait le yo-yo, etc. Mais de ce que j'ai cru comprendre, les sueurs nocturnes étaient un petit peu plus installées quand la ménopause était vraiment voilà, à fleur d'être permanente. Pour ma part, c'est pas de la suée nocturne, on va dire. Par contre, j'ai, je pense, une chaleur corporelle un petit peu plus importante la nuit. J'ai vraiment très chaud, c'est-à-dire que je me couvre beaucoup moins qu'avant, alors que je suis quelqu'un de très frileuse, c'est quand même à préciser. Et là, j'ai très très chaud très vite la nuit. Donc ça, bah oui, pour moi, ça, c'est forcément dépendant de ce flux hormonal. Parce que j'avais pas ça avant, donc je pense vraiment que c'est lié à ça. Voilà pour le côté physique, j'ai envie de dire. Côté psychologique, psychologique, ouais, on va dire ça comme ça. Je me suis découvert quelque chose qui peut paraître un peu drôle comme ça, mais il faut savoir que de base, je suis quelqu'un de pas émotive du tout. Voilà, vous voyez sur quel terrain je veux venir. Je suis certaine que c'est lié à mon enfance, à cette carapace que je me suis construite, au fait de devoir toujours être battante dans tout. Et ben en fait, pour pas laisser passer la faiblesse, la fragilité, ben on a toujours un mental d'acier comme ça. Et en effet, on n'est pas attendri facilement. Je ne suis pas facilement triste ou attristée par une situation. Je suis plutôt dans le combat en fait. Donc, alors ça ne veut pas dire que intrinsèquement je pense je suis comme tout le monde. Mais en tout cas je ne laisse pas la place à ce que ces émotions émergent chez moi. Parce que je n'avais pas, comment dire, le temps qu'elle fasse place pendant beaucoup d'années. Et du coup, après, ben, on se forge une façon d'être et de faire et qu'il est difficile, où il est difficile de revenir. Et ben, les hormones m'aident un petit peu pour le coup, parce que je gagne en hypersensibilité comme jamais. Donc, je n'aime pas ça en plus, parce que comme j'y ai pas été habituée, je pense que j'y laisse pour moi une forme de fragilité un petit peu. Et je n'aime pas me savoir fragile, j'aime me savoir battante. Donc du coup, c'est un peu déstabilisant pour moi. Et du coup, ça se traduit, par exemple, quand on regarde un film, s'il y a un acte, on va dire, poussé, de bienveillance, de gentillesse, de nature humaine, etc., qui est très intense, ça m'émeut énormément. Je fais beaucoup de relations, par exemple une scène, j'ai tendance à la mettre beaucoup en effet miroir aujourd'hui par rapport à mes propres émotions, à ma propre histoire, etc. Chose que je ne faisais pas avant, pour éviter peut-être justement d'avoir cette émotion. Donc du coup, bien sûr, il y a une émotion qui en découle. Alors la musique, n'en parlons pas, il y a beaucoup de musique qui m'émeut, mais qui me rend triste aussi, enfin qui me génère, voilà. On va dire que j'ai la larme facile, chose qui n'était mais alors pas du tout marquant chez moi. Est-ce que finalement c'est un bien pour un mal? Est-ce qu'il est temps pour moi aussi de laisser passer un petit peu cette douceur et puis ne pas le voir comme une fragilité, mais tout simplement aussi comme un être humain qui a des émotions et qui a le droit aussi, voilà, d'être triste, et on a le droit de se relever, ça ne nous rend pas plus faibles, je sais pas, j'en suis pas du tout encore à ce stade-là d'acceptation, mais je me dis que voilà, il y a peut-être une logique des choses aussi qui fait qu'à un moment donné, il va peut-être falloir que je lâche prise sur certaines choses et sur certains automatismes du passé peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a cette émotivité, cette hypersensibilité que je n'avais pas. Ensuite, il y a le yo-yo de mes humeurs. Donc ça, j'ai envie de dire, moi personnellement, ça va, ça se gère plutôt bien, mais visiblement pour mon entourage, beaucoup moins bien. Je suis quand même capable de m'en rendre compte, mais c'est-à-dire que il y a vraiment des jours où je suis en bad trip. Alors, je suis hyper sensible à la météo. Je crois d'ailleurs que ça porte un nom, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo.
Je suis très, très, très sensible à la météo. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de chaleur, ça m'affecte énormément d'un point de vue moral, d'un point de vue humeur. Donc peut-être qu'avant je le gérais mieux, même si je le vivais mal intérieurement, alors qu'aujourd'hui je pense que tout le monde le comprend bien, c'est-à-dire que si la météo ne s'y prête pas, si je me lève, que j'ai mal dormi, et Dieu sait que je dors mal, mais pour moi là je ne l'affecte pas à la préménopause parce que j'ai un sommeil très compliqué depuis la naissance des enfants. Depuis que j'ai mis l'automatisme en fait d'être en mode alerte pour les bébés en fait, hein, pour mes petits que j'ai allaités. Je pense qu'on met un mode en fait en marche dans le cerveau féminin qui fait que même après, quand ils grandissent, bon nous en plus on est dans un mode particulier, c'est-à-dire qu'il y a une très grande promiscuité de l'habitat vu qu'on est dans le camping-car. Donc du coup, je suis toujours en mode veille. J'ai jamais un sommeil très profond, j'ai des grandes phases d'insomnie. Enfin bon, c'est tout un truc. Le sommeil, je pense que je pourrais en faire une vidéo à elle seule. Mais là, pour le coup, que je dorme bien ou que je dorme pas bien, si le temps ne s'y prête pas, si j'ai une petite contrariété, ça peut vite prendre un peu des proportions. J'ai du mal à l'admettre sur le moment. Quand je prends un petit peu de recul, je m'en rends un petit peu compte, mais c'est pas constant. C'est-à-dire que là, ça doit faire au moins 3 semaines, par exemple, que je sens... Alors, bon, je suis très fatiguée, il y a d'autres choses à gérer, je vous l'ai dit, hein, j'avais fait une névralgie de la face qui n'est pas anodine et tout, mais je me sens assez stable côté humeur. Il y a vraiment des moments, c'est en ça que c'est chiant cette préménopause, parce que presque j'ai envie de dire, quand tu es dans le bain, tu peux mettre en place des choses, tu peux constater au quotidien. Là, c'est pas le cas. Donc même toi, en termes d'objectivité sur toi-même, là, ça doit faire 3 semaines où je me sens beaucoup moins dans le sursaut des humeurs, vous voyez. Et alors que je peux passer après toute une période où pendant 1 mois, ça va être beaucoup plus difficile. Donc quand vous mettez l'hypersensibilité, les sauts d'humeur, c'est-à-dire les jours où vraiment je suis très down, les jours où j'ai vraiment une énergie débordante, celle-ci je vous en ai parlé par exemple dans la vidéo du sport, c'est-à-dire que ces journées-là je pourrais marcher 30 km, courir, j'ai envie de bouger à fond. Donc bien sûr ce sont de trop grands extrêmes quoi, mais tout ça, ça s'inscrit dans cette fameuse période de balance hormonale où je suis un peu... voilà, je suis un peu obligée de me laisser faire, j'ai envie de dire. Alors j'ai quelques clés, je vous en ai parlé tout à l'heure, du côté de compléments alimentaires, de petites choses comme ça. Mon alimentation joue énormément pour moi, donc je m'en sers beaucoup aussi pour stabiliser certains états, etc. Je suis suivie par une naturopathe et on y reviendra dans d'autres vidéos. Vous voyez, j'ai 50 sujets et encore même plus sûrement à aborder. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. Je trouve que c'est une phase de la vie d'une femme qui est mais tellement riche en même temps et je la trouve tellement importante en termes de transmission pour toutes celles qui n'y sont pas encore confrontées, qui comme moi étaient dans le déni d'un jour peut-être passer par cette phase, d'entendre voilà, d'autres femmes et à travers aussi vos expériences de vie partagées en commentaire. Et moi je trouve que mieux on est préparé, plus on s'est renseigné et quand ça nous arrive, y a moins d'effets de surprise, on peut déjà s'être préparé psychologiquement, physiquement, c'est toujours bon à savoir. C'est ça, c'est en ça que je vois l'utilité de cette chaîne et des vidéos que je partage. Donc voilà, j'ai des astuces et des petites choses que j'essaie de renforcer, on va dire, avec cette approche de variation hormonale, mais il y a quand même des moments où la cocotte, en fait, elle déborde. Donc c'est pas toujours évident à gérer. Tout ça c'est aussi un ensemble, il y a des différences quand on est seul, quand on est juste en couple, quand on a des enfants. C'est super compliqué en fait d'arriver à faire le yo-yo de tout le monde. Il y a les âges avançants des enfants, donc eux-mêmes sont des âges voilà, qui évoluent. Moi j'ai mon grand qui a 18 ans, qui est dans sa vie d'adulte, donc il y a plein de modifications. Je vais aussi faire un sujet là-dessus. J'ai mon deuxième qui arrive dans la préadolescence, donc on va pas se la refaire, vous connaissez, on y est toutes passées. Et j'ai ma petite dernière et c'est une fille, donc j'ai un vrai souci avec elle, par exemple de transmission, j'ai une approche encore particulière dans ma relation avec elle. Enfin, il y a plein de phases en fait, il y a plein de trucs. Il y a mon mari et comme je l'avais déjà dit dans la première vidéo, ça reste un homme. Du coup, même si je peux lui expliquer certaines choses, même si
ben voilà, il va pas comprendre plus loin. Alors il peut être bienveillant et des jours moins parce que il a ses humeurs aussi. Donc c'est ça, c'est la difficulté en fait à articuler aussi avec la capacité de tous dans cette période de la vie qui est quand même un petit peu chaotique et qu'il va bien falloir traverser et essayer d'y laisser le moins de plumes possible. Voilà, c'est un peu ça le truc quoi. Essayer de la vivre cette préménopause le mieux possible. Donc j'ai plein de vidéos à venir, vous l'aurez compris. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce qu'on va revenir sur les sujets mais de façon parabolique. Je vous attends dans les commentaires pour m'expliquer, je vous l'ai dit tout à l'heure un petit peu vous, comment vous vivez cette phase de transition. Si pour vous c'est passé aussi et que maintenant vous êtes dans la phase ménopause, comment vous l'avez vécu. Enfin bref, les expériences à venir à l'instant T ou passé sont toutes intéressantes à croiser. Donc je vous remercie d'avance pour votre participation. Et puis je crois que je n'ai rien oublié me concernant, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, suis-je à l'abri du reste? Je ne pense pas. Ça y est, ma prise de conscience est bien faite. J'ai bien compris que j'y étais et que même si après c'était plus sur le plan hormonal par rapport à mon âge, je vous dis, il y a plein de choses qui changent, la récupération après le sport, là, il y a plein de choses qui entrent en jeu. Ça y est, j'en ai bien pris conscience. Je suis bien à l'écoute de ce qui se passe et donc je ne manquerai pas d'ouvrir d'autres sujets et d'échanger avec vous sur ces sujets de femmes. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.